J'invite Francis Duranton, qui est paléontologue, patron du Muséum de Toulouse depuis 2011, qui a lancé tout récemment un nouveau lieu, le Quai des Savoirs, et qui l'a démarré avec une exposition qui s'appelle justement Sacrée Science et qui interroge les méthodes et pratiques. Bien, merci. Je vais juste vous parler un petit peu de cette exposition. C'est une exposition qui a été conçue en fait par le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel et que nous avons redéployé dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau lieu de culture scientifique à Toulouse qui s'appelle le Quai des Savoirs. Et lorsque nous avons, dans l'organisation de ce quai, il y a toute une série de partenaires, un comité d'orientation, un comité de programmation, dans lequel on retrouve bien un petit peu tous les acteurs de la culture scientifique, depuis les représentants de l'université fédérale, en passant par les représentants d'institutions comme le muséum, mais également aussi tous les acteurs du monde associatif et schématiquement à peu près tous les gens qui participent de la médiation de la science à un niveau ou à un autre. Et au moment où j'ai présenté cette exposition, étaient présents dans ce comité d'orientation des représentants du rectorat. Et lorsque j'ai donné le sous-titre de cette exposition, qui était pour nos collègues suisses Sacrée Science, et c'était le titre, donc déjà Sacrée et Science, ça leur posait problème déjà de faire dans un titre cohabiter deux termes qui relèvent théoriquement de sphères bien séparées. Et le sous-titre était Croire ou savoir. Et donc ça a apporté véritablement tout de suite la réaction a été de dire mais attendez, on n'est pas là pour mélanger la science et la religion et on ne va pas faire ça. Donc je dis attendez, vous allez peut-être connaître l'exposition. Bon, en fait tout ça, cette affaire a pris un tour assez extraordinaire puisque finalement au sortir de ce comité d'orientation, il y a eu des échanges de mails que j'ignorais, moi, qui étaient à l'origine du projet. C'est parti dans les canaux de l'université. Il y a eu des prises de position des uns, des autres. Enfin, ça a été assez... Ça a fait beaucoup de remous, je dirais, au sein de l'université toulousaine. Et au final, j'ai dû passer un examen devant l'ensemble de mes collègues de l'université pour expliquer ce qu'il y avait dans l'exposition. Rapidement, je vais vous décrire cette exposition. C'est une exposition en plusieurs, comme toujours, hein, une exposition, il y a plusieurs thématiques qui s'enchaînent. La première partie, c'est où on se questionne, c'est-à-dire on est dans un univers qui est un peu particulier, où il y a des choses qui bougent, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se questionne. Deuxièmement, on a un pendule de Foucault où on observe. Et ensuite, on a toute une série de manipulations où l'on mesure. On fait des mesures scientifiques avec ce que vaut une mesure. On peut critiquer une mesure. Enfin voilà, comment on reproduit une mesure, la reproductibilité de la mesure en science, et ainsi de suite. Et puis, il y a un dernier espace, et c'est celui qui a posé beaucoup de problèmes, qui est l'espace où on se questionne. L'espace où on se questionne et donc où là on se positionne d'une certaine manière par rapport à tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a, et on se questionne aussi donc par rapport à la superstition, par rapport à tous les alibis pseudo-scientifiques dont on nous emballe régulièrement en termes de marketing pour nous convaincre d'acheter tel produit plutôt que tel autre, enfin bref, toutes ces choses-là. Et cette exposition a aussi un module qui là a fait beaucoup discuter, c'est les scientifiques, la science peut-elle se tromper? Et ça a vraiment posé problème. C'est-à-dire, les scientifiques sont-ils honnêtes? Les scientifiques sont-ils honnêtes? Les scientifiques sont-ils infaillibles? Les scientifiques sont-ils des apprentis sorciers? Les scientifiques sont-ils des escrocs? On connaît tous des cas. On connaît des cas comme ça. Et donc on illustre ça avec un certain nombre d'affaires qui sont de véritables affaires scientifiques, comme par exemple... puisqu'on touchait aux questions d'évolution, l'affaire de l'homme de Pitdown, par exemple, ou l'affaire Lysenko en génétique, qui sont quand même deux grandes affaires scientifiques où on a véritablement, je dirais, des errements de la science. Et donc, j'ai été longuement questionné par mes collègues, et moi, ce qui m'a surpris, si vous voulez, l'analyse que j'ai fait a posteriori de tout ça, c'est que d'abord, on a une machine qui s'est emballée au détriment de toute pratique scientifique. La première des questions aurait été de venir me voir pour me dire mais qu'est-ce qu'il y a véritablement dans cette expo? Comment est-elle conçue? Quels sont les modules? Quels sont les manips qui sont là? Et à partir de là, on se forge un jugement. Enfin, je sais pas, moi je suis scientifique, je connais l'importance de la donnée initiale et en principe, on ne répète pas la donnée que quelqu'un a pu réinterpréter de quelqu'un d'autre. On repart toujours à la source. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu véritablement, ce qui pour moi fait le cœur de la démarche scientifique, s'assurer de la validité de la donnée dont on dispose. Déjà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a eu, je dirais, une confusion qui, effectivement, avait tendance à faire en sorte que l'on plaçait la science sur un piédestal. C'est-à-dire, les scientifiques,
nous ne nous trompons pas, nous disons la vérité. Oui, mais quand on est soi-même scientifique, on sait que ces vérités sont souvent instantanées et qu'on a besoin, à chaque fois qu'on a des apports nouveaux, de revisiter. Très souvent, la théorie scientifique, elle ne sera reconnue valide que si elle continue à englober l'ensemble des observations qui sont faites et qui permettent d'être interprétées dans le cadre d'un modèle général. Donc du coup, ça a été assez compliqué et il a fallu donc que l'on adapte et donc on a géré ça assez sereinement, je dirais, en permettant tout simplement aux collègues scientifiques de l'Université de Toulouse, à travers un certain nombre de petits films que l'on a réalisé avec eux, de se poser et d'expliquer aussi quels étaient leurs principes et leurs démarches. En fait, ce qui m'a surpris, si vous voulez, c'était une démarche qui justement allait dans le sens de développer des compétences et développer de l'esprit critique. Et en l'occurrence, ça a posé problème. Et j'avoue que j'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà. Merci. Peut-être juste quel doit être le bon degré de vulgarisation ? Ça a été effectivement, lorsque je suis allé passer cet entretien, je dirais, ou en tout cas cette discussion, ou cet examen, je ne sais pas comment il faut l'appeler, auprès de mes collègues d'université, le premier des reproches qu'on m'a fait, on m'a dit, votre exposition, c'est une pâle copie de baccalauréat. Pâle copie de baccalauréat. C'est un peu insultant d'une certaine manière. C'est pas terrible, mais en même temps, le niveau moyen de culture scientifique d'un visiteur, c'est la classe de 3e. Donc s'il est capable d'intégrer une pâle copie de baccalauréat, on lui a déjà fait franchir un grand pas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à mes collègues. Alors, disant, écoutez, effectivement, vous êtes professeur à l'université. Alors je vous rassure, je les ai rassurés. On leur dit, attendez, la science, je sais ce que c'est, je suis scientifique, j'ai une thèse de 3e cycle, j'ai une HDR, j'ai publié dans des revues de rang A, je sais ce que c'est la science. N'en faites pas, je connais les pratiques et les méthodes de la science. Et donc, je vous avoue qu'effectivement, le bon niveau, quel est le bon niveau ? Comment adapte-t-on son niveau de discours ? Effectivement, et vous l'avez très bien souligné à l'instant, on ne parle pas à des enfants de cycle 3 comme on peut parler à des collégiens ou à des lycéens. D'abord, on n'a pas les mêmes subtilités dans les concepts, on n'a pas les mêmes vocabulaires non plus qui est développé. Donc, effectivement, il faut savoir à qui on s'adresse et quel est le but que l'on poursuit. Nous, notre but, c'est effectivement de prendre des gens qui sont en moyenne au niveau d'une classe de 3e et de les amener un petit peu plus haut et surtout de susciter en eux des réflexions et des questions. Ce n'est pas de leur apprendre ou de leur faire accepter telle ou telle chose. L'idée, c'est de leur former leur esprit critique pour qu'ensuite, ils soient capables de le mettre en œuvre pour développer leur propre réflexion. De savoir, de coexistence dans le domaine en particulier qui est le mien, qui est la maladie, le malheur, la séquence du malheur, que de toute façon, quoi qu'on veuille, on aura une coexistence de savoir, et ce qui va donner